Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se faire des bisous. Quoi ? De se rencontrer et de se faire des bisous. Wow. C'est complexe, on est dimanche matin pour ceux qui nous écoutent. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, accompagnée de Lovela. Hey. D'Aurore. Hey, hey, hey. Et de Tomel. Salut, salut. Voilà, que normalement, si vous avez écouté le dernier épisode et les 2 derniers lives, vous avez déjà entendu sur ce podcast qui est le petit nouveau de cette saison 2 du Bisoudrome. Écoutez les lives, surtout. Oui, parce qu'il n'est pas dans les épisodes. Si, les fantasmes, l'épisode d'avril, dernier épisode. T'as dit les deux, d'accord. Bref. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de romantisme. Et on a une question pour commencer cet épisode qui est... Quelle manière d'être romantique vous fait craquer ? Tu peux commencer pour que je puisse ajuster ma réponse ? Comment ça ? Parce que tu penses qu'on a la même ? Non, parce que je sais pas si j'ai compris. Enfin, si si on a compris le concept de romantisme. La question est mal formulée, non, c'est j'ai ça ? J'ai bien compris, mais je veux voir, je veux juste... ouais. Peut-être que Tomelk ou Lélina peuvent répondre. Alors, moi, franchement, je dois être la dernière à répondre parce que vous comprendrez que le romantisme, c'est pas mon truc. Et Tomelk, c'est pas son truc. Pareil pour moi, mais je vais quand même répondre en premier parce que... bravo. Il faut se lancer. Les hommes d'abord. Non, mais moi, ça m'a rappelé une question dans le questionnaire d'OkCupid. À l'époque. Ok. C'était Jadis. Qu'est-ce que vous trouvez plus romantique entre un dîner aux chandelles devant la Tour Eiffel et une nuit dans les bois sous une tente oui. Et moi je répondais, mais alors sans hésiter, en fermant les yeux, la Tour nuit dans les bois non. sous une tente. Donc pour moi c'est ça, c'est vivre une aventure à deux dans un environnement un peu idyllique. Sous la flotte en Bretagne, sous c'est pas la pareil. flotte, voilà, avec un kawaii moche. Ok. Et pas de douche parce que c'est une petite cabane au milieu de la douche forêt. Parce que c'est du bivouac bien Et vénère. en fait, ils ont fait un truc, une bulle où tu vois l'extérieur, mais du coup, t'as des randonneurs qui te voient dans ta chambre. Ouais. Peut-être pas. Bon, alors moi, j'ai une réponse un peu concept. J'en ai 2, en fait. Il y en a une qui est très basique, c'est-à-dire les attentions surprises du genre. Récemment, mon copain, quand je pars en week-end et que lui, il reste à la maison, quand je reviens, il m'offre un bouquet de fleurs. Ça, je trouve ça cute. Mais en vrai, le vrai truc que j'aime le plus, c'est me renforcer dans mon individualité, genre regarder le truc. Mais c'est concept, je sais. C'est genre regarder ce que je suis et ce qui me fait plaisir et vraiment faire des gestes pour encourager ça, m'offrir des cadeaux en fonction de ça, ou genre me dire j'ai vu que t'aimais ça, donc je t'ai rapporté ça. Enfin, des trucs, par exemple, aux courses, tu vois, je sais que t'aimes bien ça, donc je te l'ai acheté, des trucs comme ça. Des trucs personnalisés, quoi. Ouais. Ok. Aurore. Moi, j'ai pas d'idée précise, mais je dirais un truc qui ressemble, où tu reconnais l'autre dans le geste plutôt que quelque chose comme un dîner aux chandelles, oui, c'est sûr que c'est un moment sympa, mais c'est un truc, ça fait partie des choses qui se font, comme même, j'imagine, partir en week-end sous la tente, c'est pareil, c'est un des trucs qui se... Ok, désolé. Non, mais c'est des trucs... C'est convenu, c'est ça ? C'est mainstream. Non, c'est pas que c'est convenu, mais c'est des choses qui, je sais pas, un truc un peu... Tu veux que ça sorte de l'ordinaire ? C'est pas que ça sorte de l'ordinaire, mais tu vois, l'autre, c'est l'autre qui a mis quelque chose de lui plutôt qu'on fait un truc que... Parce qu'on s'est dit c'est romantique, quoi. Ouais, genre, je pense. Des pétales de rose parce qu'on s'est dit c'est ça qu'il faut, un bain au lait d'ânesse et des pétales de rose. Quoi. Même si en soi c'est sympa, mais je pense que je vais être encore plus touchée si c'est l'autre qui a mis de lui ou de nous dedans. Ok. Je pense. Oui, c'est un peu dans le même sens que ce que je dis, mais plus en mode l'organisation, tu veux dire ? Non, pas forcément. C'est pas forcément un truc qui s'organise. Ça peut être très spontané aussi. C'est juste que tu dis ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est nous. Parce que c'est genre singulier à la relation, quoi. Genre, oui, ouais. Ok, voir la singularité de la relation dans le geste romantique.
Eh bien, moi, je pense que je suis pas romantique, mais on en parlera. Je parlerai des voyages à la fin, parce que j'ai une seule réponse, qui est celle que j'ai déjà donnée pour les fantasmes non sexuels de l'épisode dernier, qui est me faire du fucking café le matin. Voilà, c'est ma seule envie dans ce monde, que quelqu'un se réveille et me fasse du café. Mais c'est bon, le message est très bien passé à mon petit amoureux, parce que maintenant, il m'en fait quand on dort ensemble, et c'est vraiment super. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, on peut peut-être commencer cet épisode avec ton intro, Love, là. Oui, alors je vais vous donc introduire un peu le thème du romantisme, parce que c'est vrai que je suis une petite fleur bleue. Je vous ai déjà parlé de Love is Blind, mon émission préférée. Oh, mais c'est pas fleur bleue du tout, Love is Blind. Quand même au début dans les capsules, quand ils sont là en mode ah mais en fait tout ce que je veux c'est un mari pour la vie, nanani. Si quand même il y a un peu genre des En tout cas c'est pathos. Bon. Alors, donc en fait, m'est venue aussi cette idée de thème parce que je suis un compte Insta qui s'appelle Amour solitaire. Je sais pas si vous connaissez. Mais en gros, c'est des messages au début, pendant ou après la relation, mais il y a aussi des messages d'amour qui sont pas forcément de l'amour romantique. Et je trouve que ce qui est émouvant, c'est qu'on devine les histoires derrière les messages, des débuts fébriles, des fins dramatiques et les émotions vives des gens. Qui les vivent. Et c'est drôle parce que ça me rappelle beaucoup le début de notre relation avec mon copain, parce que, rappelez-vous, jadis, il y a 10 ans et demi, on s'écrivait, parce que ça fait 10 ans et demi que je suis avec mon copain, donc on s'écrivait des lettres et des messages, mais vraiment hyper grandiloquents, super romantiques, où on mettait vraiment nos tripes sur la table, genre « je pourrais mourir d'amour pour toi », ce genre de choses. Et du coup, on s'écrit plus des lettres parfumées parce que comme on habite à la même adresse, ça a un peu moins de sens. Et aussi, dans tes yeux, je vois le reflet de notre amour éternel. S'enchaîne mal avec « T'as pensé à acheter du lait pour la béchamel ?» Même si ça arrive. Pourquoi pas? Tu fais un bout des deux, le début de la phrase, la fin. Ah oui, dans tes yeux, je vois le reflet du lait pour la béchamel. Moi, je trouve ça super. C'est singulier, tu vois. Ouais, ça allie l'utile et l'agréable. Ouais. J'essaierai pour la prochaine fois. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je crois pas que pour autant on soit plus romantique. Comme vous savez, j'adore Love is Blind, j'adore les tas de comédies romantiques, je vous en parlerai après. Et je pense que justement ces choses-là, enfin ces imaginaires qu'on voit dans les comédies romantiques ou ailleurs, ça joue sur la façon qu'on a de se projeter dans un couple et dans notre façon d'être et les scénarios qu'on se joue au début de relation ou même pendant. Et en fait, la définition, quand j'ai tapé sur Google définition du romantisme, et en fait, ça renvoie à un courant artistique. Donc, je me dis, est-ce que c'est... Enfin, au courant artistique, donc... du romantisme. Voilà. Et voilà, finalement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose... est-ce que c'est juste transposer le courant artistique dans nos relations? Est-ce que ça a vraiment du sens? Donc voilà, ce que je voulais faire, c'était interroger les imaginaires du romantisme avec vous, les manifestations et son importance dans vos vies amoureuses, les nôtres, et sur comment on construit nos couples. Je voulais rebondir sur la définition parce que moi aussi je l'ai cherché quand on s'est dit qu'on ferait cet épisode, parce que c'est pas si clair que ça. On a des idées de gestes romantiques et on en parlera avec les comédies romantiques ou quoi, mais quand on se dit c'est quoi vraiment ce qui fait le romantisme, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et je pense qu'on va jouer et tourner autour de cette définition du romantisme pendant cet épisode, quoi. On peut commencer? Oui. Avec ta rubrique, là. Oui. Du coup, j'enchaîne sur ma rubrique, en effet, qui est Rêve Party. Rêve Party. Rêve Party. Rêve Party. J'adore parce que quand j'ai dit que je voulais faire cette rubrique, Lélina a dit du love là originel, parce que je vais vous parler de comédie romantique. C'est vrai que dans le premier épisode, je vous parlais de ma passion pour Gossip Girl. Ouais. Je vous ai parlé de ma passion pour Love is Blind. Ouais, t'as un peu un côté objet culturel pop. Genre, au bout d'un moment, au fur et à mesure des épisodes, Tomelk trouvera sa niche. Mais on est un peu en mode chacun parle de trucs différents. Et Love là, c'est vrai qu'il y a un peu le côté
objet culturel pop qui revient. Donc voilà. Donc j'ai choisi pour vous 3 films romantiques et je les ai décortiqués. J'ai fait un travail vraiment sociologique, évidemment, comme toujours. Oui. Comme tu sais La le science faire. avant tout. Parce que tout de même, c'est un podcast très scientifique. Ouais, c'est très scientifique. Mais du coup, je vous demande de suspendre votre crédulité parce que, évidemment, dans les comédies romantiques, moi, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, qui me font lever le poing, comme j'en ai parlé avec Aurore sur le film dont je vais vous parler de Notebook. On va en reparler, je pense qu'on va le redire. On va le redire. On va refaire le débat. On va refaire un débat où je serai là en mode non, et enfin voilà, bref, on va se déchirer. Mais on fait du teasing dans 5 minutes. Mais donc pour moi, aucun de ces films que j'ai choisis n'est une référence pour le couple. Sauf si c'est pour vous dire que si cette relation ressemble à ça, il faudrait plutôt que vous alliez en thérapie. Mais cela mis à part, on peut apprendre des choses dans ces films. Donc voici les films que j'ai choisis. The Notebook, qui est donc un film de 2004 avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. L'Arnaqueur, qui est donc un film de 2010 avec Romain Duris et Vanessa Paradis, et Sex entre amis, film de 2011 avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Je voulais aussi prendre Sex Friends parce qu'il y a eu ces 2 films qui sont sortis la même année. Ouais. Qui est du coup avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, il n'existe plus sur les réseaux internet. 1, 2, 3 movies streaming. Oui, alors voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui paye pour voir ces films. Alors, les voilà. C'est sorti en 2012. Je pense qu'ils aient rentabilisé ce putain de film. Hein. Bah, tu sais que justement sur Rotten Tomatoes ou je sais plus quel site, ils disaient que Sex Friends était vraiment raté par rapport à Sex entre amis. Ah ouais? Je sais pas d'où ça sort parce que moi j'ai toujours aimé les deux. Mais écoutez, débattez dans les coms. Bref, donc j'ai noté quelques éléments que j'ai vus dans les épisodes sur comment en fait le fil rouge du romantisme est dans ces films. Même si du coup, on fait un petit résumé des 3 films pour ceux qui, un mini moi je veux bien, qui auraient vraiment pour pas Thomas suivi. qui en a vu aucun par exemple, parce que c'est un mec. Exactement. Non. Bah écoute, justement, commençons par l'Arnaqueur parce que je l'ai regardé avec mon copain qui l'avait pas vu et qui m'a dit c'est super. Donc s'il y a des mecs qui nous écoutent et qui sont là en mode j'aime pas les comédies romantiques, regardez l'Arnaqueur, c'est super. Voilà. Mais c'est plus qu'une comédie romantique. C'est bien plus. C'est bien plus que C'est François Damiens, évidemment. François Damiens, évidemment. Bah Aurore, vas-y raconte-nous l'Arnaqueur. Ok. En 3 phrases. Alors, c'est Romain Duris dont le boulot, la petite entreprise, c'est de briser des couples, où la femme est malheureuse. Donc il dit, au début, il le dit très très bien, il dit en amour, il y a les femmes qui sont heureuses, les femmes qui sont malheureuses et qui ne se l'avouent pas. Qui l'assument, et les femmes qui sont malheureuses et qui ne se l'avouent pas. Et cette 3e catégorie est mon fonds de commerce. Mm. Et donc, avec sa sœur et son mec, voilà, on voit au début, c'est très très drôle. Ils ont tout un process. Ils ont tout un process en fait où ils enquêtent sur une femme, ce qu'elle aime bien, ce qui l'intéresse, et lui, il crée en fait le désir, il s'intéresse à elle, il la fait un peu rêver, et elle se rend compte que en fait elle mérite mieux. Et il lui dit non, moi je ne peux plus, pour moi c'est fini. Mais toi, tu as toute la vie devant toi. Et elle est là, c'est génial, je plaque mon mec et je vais enfin dans le Poitou, et lui, il est nul avec un homme qui a une chemise à carreaux. Et, bon, bref. Et qui fait des petits crottins de chèvre. Et un jour, il y a un copain de son père qui vient le voir et qui lui dit « Je voudrais que tu brises ce couple-là ». Donc, ce couple-là, c'est Vanessa Paradis et un English très beau, très riche, mais qui a une banque alimentaire, qui est philanthrope, qui est gentil, sympa, drôle. Drôle. Zero default. Drôle, le genre idéal. Mais en tout cas, sympa, ouais. Voilà. Fiable. Et donc, ils enquêtent un peu. C'est vraiment l'homme parfait, si je m'abuse. Tu as tout à fait raison. Et donc, il enquête un peu et il se rend compte que... non, je spoil pas. Non, spoil pas. Bon. Non, mais au début, il dit, écoute, ce couple est vraiment amoureux, elle l'aime, je veux pas briser ce couple. Je tape du poing sur la table, j'ai quand même une éthique, merde. Oui. Et il lui dit, t'as quand même besoin d'argent. Et il fait, c'est vrai. Et donc, il lui propose un gros cacheton et il se fait passer, pour son il se fait passer pour le garde du corps de Vanessa Paradis. Et comme ça, il se démerde, il passe du temps avec elle et l'histoire commence. Voilà.
Voilà, donc ça C'est un peu pour... plus que 3 phrases, mais on a le concept. Donc ça, c'est pour l'un. Ah, est-ce que vous voulez que je vous fasse j'ai 2 options. Soit je vous dis les façons d'être romantique et je vous dis comment ça se fait dans chaque film, ou est-ce que je vous dis dans chaque film ce que j'ai noté? Je sais pas, fais comme Ce que tu veux. préfères. Ouais. Ce qui te plaît le plus. Ok, là tu as un orgasme, c'est pas la même chose. Japonais en plus. On l'a déjà vu. Bon, bah... je sais pas. Bon, alors je vais faire par truc, film par manière d'être romantique. Par manière d'être romantique. Ok. Donc l'arnaqueur, donc on a vu que c'est cette histoire. Du coup, il faut raconter les 3 films. Donc après, il y a Sexe entre amis. Je vais raconter Sexe entre amis. En fait, tout est contenu dans le titre. C'est 2 amis. En fait, c'est Mila Kunis qui recrute Justin Timberlake pour un poste de directeur artistique de chez JQ. Et bon bref, ils deviennent copains parce que elle lui dit mais viens vivre à New York, ça va être super. Et lui, il a pas d'amis à New York, il connaît personne, donc elle est là en mode ah mais viens, nanani nanana, on fait des soirées ensemble, machin. Un soir, il regarde une comédie romantique en buvant des bières et elle lui dit ah mais franchement j'ai envie de Ken et c'est dommage parce que en vrai Ken ça devrait être exactement comme faire du tennis et on devrait pouvoir le faire avec n'importe qui. Un jeu comme un autre, un hobby comme un autre. Voilà, un hobby comme un autre. Allez, couchons ensemble. Et donc, du coup, ils commencent cette relation de sex friend. Puis, au bout d'un moment, Mila Kunis était là en mode oh, quoi? Mais en fait, je veux une relation. Et du coup, ils sont plus ensemble parce qu'elle lui dit, mais en fait, ça ne me va pas d'être sex friend. Ça me va plus. Ne couchons plus ensemble. Et en fait, ils se rendent compte que ils s'aiment. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas genre fait l'un pour l'autre et juste on se leurrait depuis le début. Ouais. Voilà. Et je me rappelais même plus de ce film, mais genre vraiment cette trame narrative est si prévisible. Et donc il y a exactement le même film avec Sex Friends là, donc le fameux avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, mais je sais même pas quelle est vraiment la différence in fine, sauf que il y a un truc, un geste romantique, je vous en reparlerai après. Bref. Bah, en fait, au début, il y a aussi cette histoire de ils se connaissaient enfant et c'est le premier baiser de. Ah ouais, il y a un truc romantique qui. La origin story. Ouais. Origin story. Ils se retrouvent. Ouais. Ce qui va vraiment avec le truc pareil, flamme jumelle, en mode, mais au fond, on était fait l'un pour l'autre depuis le début, quoi. Ouais. Et ensuite, The Notebook, qui est du coup le film préféré d'Aurore. Non, c'est pas mon préféré, mais non, je l'aime bien celui-là. Oui. Donc avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, c'est en gros l'histoire, c'est dans les années 40 ou 50, oui. 40 parce qu'il y a la guerre. Il y a guerre. la guerre. Ah oui, bon, certainement 40 alors. Bon, alors, c'est une riche petite fille qui tombe amoureuse d'un pauvre petit garçon qui travaille dans une industrie. Oui, ils n'ont pas 4 ans, ils ont tous une petite fille. Non, mais c'est juste pour dire... Non, ils n'ont pas 4 ans, ils ont 18 ans. Faut pas qu'on pense qu'ils tombent amoureux enfant. Non. Donc, oui, mais ils travaillent. Bon, bref. Travaillez toi à l'époque. Oui. Donc, ils ont 18 ans. Donc, lui, littéralement, la harcèle jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec lui. Quoi, globalement, c'est ça le début de l'histoire. Et elle accepte, elle se rend compte qu'en fait, ouais, elle est trop amoureuse de ce gars-là, quoi. Et en fait, sa mère, à elle, lui dit attends, tu vas quand même pas sortir avec un mec pauvre. Donc, à la fin de l'été, elle était dans sa maison de vacances, évidemment. Enfin, voilà. Elle repart dans sa maison principale. Elle va faire ses études à la fac, alors que lui, il est très à moitié. Hein. Oui. Voilà. Et, mais bon, ils ont failli faire leur... Elle a fait sa première fois avec lui? Non. Ah non, pas du tout. Bah non, pas à ce moment-là. On spoil le film. Mais donc, il y a ce truc. La mère, vraiment... prend les lettres qu'il lui envoie pour qu'elle ait l'impression qu'il l'a oublié. Il lui écrit une lettre par jour. Ouais, voilà. Ah ouais, ça, c'est du roman. Donc, mais pendant ce temps, lui, il est là en mode le projet qu'on avait ensemble, à savoir refaire cette maison, nanana, je vais le faire pour toi, et je vais tout faire pour que tu le vois et que tu vois que je t'ai pas abandonné, alors qu'en fait, pendant ce temps, j'ai été à la guerre et que elle s'est engagée avec un autre mec. Bref, tout un truc comme ça. Au final, est-ce qu'ils vont se retrouver et se marier? Le suspense est insoutenable. Tout le monde le sait, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. T'as l'air... Non, je réfléchis. Aurore, elle est là en mode, je suis pas d'accord avec cette façon de faire le synopsis. Bon, et donc... J'aurais intervenu. J'aurais fait non. Non, c'est faux. À the altar, à l'hôtel. Donc...
qu'est-ce que nous apprennent ces 3 films Je veux bien que tu nous le dises, là. sur Oui. comment être romantique? Premièrement, la déclaration grandiloquente. Donc ça, c'est la fameuse lettre parfumée, c'est « mais je t'aime tellement », enfin voilà. Donc, Pour moi, dans la grandiloquence, c'est vraiment un des mots du romantisme. Quand on cherche la définition, il y a vraiment grandiloquence, quoi. Donc dans L'arnaqueur, il dit un truc du style, en gros, il lui dit « bon, je t'ai menti pendant tout ce temps, mais comment je vais faire si je ne peux pas te voir tous les jours ?» Bon, c'est ça la grandiloquence dans L'arnaqueur, mais c'est quand même un peu grandiloquent. Tu peux vivre Ouais, mais des fois, tu sans le voir penses. Vanessa Paradis tous les jours. Enfin, Ouais, mais tu peux le penser. oui, bien sûr que tu le penses. Dans Sexe entre amis, il dit « j'ai l'impression de n'avoir plus d'air dans les poumons ». Il dit vraiment le souffle coupé. Voilà. Bon, mais c'est pareil que toi qui dis je pourrais mourir d'amour pour toi à 18 ans. Quoi. Ouais, c'est pas... Mais oui, non mais bien sûr, mais Tu le penses en plus, c'est ça Mais qui tu est le fou. penses, C'est que c'est tu le ça. penses quand tu le dis, que tu l'écris. bah oui. Je suis vraiment au-delà de ça. Je sais pas, peut-être que ça va revenir Non, à t'es moi. pas au-delà, t'es pas au-dessus, t'es à côté. Oui, pas ton truc. Je suis à côté. Je suis dans un autre chemin. Mais par ailleurs, moi c'est toujours un truc, enfin avec mon copain, attention, plongé dans notre intimité, on s'envoie toujours quand on n'est pas ensemble. Je suffoque. J'ai le souffle coupé de penser que je ne peux pas te voir aujourd'hui. Non, mais on s'envoie toujours un message avant de se coucher pour dire je vais me coucher, nanana. Et à la fin, ça finit toujours par je t'aime plus que tout au monde. Enfin voilà. Ah ouais. Ouais. Tu continues. Ah bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, dans The Notebook, la déclaration grandiloquente, c'est plus, il y en a pas une de fou. Enfin, c'est plus en mode, oui, bah en fait, enfin si, justement, elle est super stylée, mais c'est pas si grandiloquent que ça. C'est qu'il lui dit, bah évidemment, on va s'engueuler toute notre vie, mais ça vaut le coup qu'on travaille pour. Enfin, en fait, c'est plus important qu'on soit ensemble plutôt que, enfin. Je sais pas comment le formuler, mais qu'il est en mode. On va traverser on va- les on va obstacles ouais, c'est ça. ensemble. Malgré les parce qu'on épreuves, est- on ouais. est plus fort. Dans mon souvenir, il y a un côté, mais c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que Oui. on n'est pas, on croit pas à la bullshit de l'autre. On C'est ça. on Ouais. a envie de se dépasser. ou Mm, de... C'est ça. Donc c'est sympa. C'est pas mal. Avoir un projet commun, donc ça c'est dans The Notebook, et le réaliser pour l'autre, vraiment pour se dire, ok, en fait c'est notre truc à tous les deux, donc ça c'est la maison dans The Notebook. Faire des surprises. J'ai mis The Notebook. Attends, c'est quoi la surprise dans The Notebook déjà ? Il y a une surprise. Ouais, ah bah oui, si, il l'amène à un moment, il lui dit, oui, le je lac. vais t'emmener quelque part, et là il y a beaucoup trop de oies partout. Des signes ou des oies? Ah, Des oies. Des signes, non? Ah, peut-être. Parce que les cygnes, c'est vraiment En plus, c'est l'animal de l'amour, alors que les oies, c'est pas du tout le même message. Ok, c'est un oiseau blanc. C'est un oiseau qu'en blanc, plus, c'est De sûr. taille Les cygnes, il y a relativement un vrai truc sur l'amour romantique exclusif de toujours, parce que les cygnes, ils se choisissent pour la vie. Ça fait partie des animaux qui vraiment sont là en mode... C'est peut-être du Jean Mais les Ferret, deux pinces, du c'est Jacques, moi. je peux faire. Les deux pinces, oui. Oui. Ouais. Oui. Donc ça peut mal tourner dans les deux cas. Donc ils font de la barque. Et dans l'arnaqueur, il y a ce truc avec les Mais- dauphins. oh non, oui, mais c'est très drôle. Ils piquent, ils empruntent une bagnole de sport et ils vont Oui. faire un tour. Celle de Victoria de, de Victoria, Château d'Ax. qui, est ouais, Ok. Vous voyez ou pas? qui a fait. Mais celle qui a fait la roue de la fortune. Ah La roue de la fortune, Voilà. ça s'appelle Bah oui, la roue de la fortune où elle Ah oui, tapait oui. juste les lettres comme ça. Oui, oui. Voilà. Et c'est très années Avec ses 2000. jambes qui Ah arrivent ouais. jusqu'aux épaules. Ouais. Très D'ailleurs, grandes c'est un film jambes, d'années très blonde, 2010, très Barbie en fait. Donc Victoria. Donc oui, ils prennent la voiture de Victoria, ils vont. Château d'Ax. Ah oui. Ils vont à Marineland pour voir des dauphins. Marineland. Ça a l'air nul de dire ça. Ils vont à Marineland. Non mais en Ça, fait, c'est on super sait pas romantique. ils sont pas. Ils disent enfin, pas Marineland. Piscine Ils vont au au début. zoo. juste une Ah oui. piscine Oui. extérieure de Monaco. C'est vrai. Non, mais c'est vrai Oui, que c'est mais- une piscine privée, mais dedans il y a des dauphins, Oui, non bah donc c'est En fait, c'est Marineland en c'est fait. un- Oui. Bon. Non, mais tu sais qu'à Monaco, c'est un animal de compagnie assez prisé, le dauphin. J'ai l'impression qu'on parle tout le temps de. De dauphins. On a parlé d'animaux. du musée océanographique de Monaco il y a pas C'est vrai, longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'on y aille. Et on en a parlé dans le toucher, de toucher des Ouais. requins et tout. Bon. Bon bref, donc les dauphins, c'est la digression. Et après, ils vont manger des pâtes Dans un restaurant désert italien. où lui il connaît les gérants. Voilà. Nanani, nanana. Donc ça, c'est la surprise. Organiser des choses pour l'autre, bon bah ça c'est 100% l'arnaqueur. Mhm. C'est ce qui, enfin le truc de cette sortie, c'est typiquement ça. Mais je crois que non, justement, il le fait en. Attends, de quoi? Organiser des choses pour Mais non, l'autre. justement, il dit. Ah oui, je fais de l'impro. Ouais. Là, Juste c'est sans pour la filet. première Ah oui, fois où sans il n'improvise pas. Je suis sans C'est ce filet. qui. Oui, il improvise, oui. Il improvise, là. C'était complètement improvisé, Ouais. les dauphins. Oui, mais c'est quand même un peu organisé en mode viens, je t'emmène dans une aventure. fais une su- Non, je parce fais une qu'il se surprise. retrouve sur le balcon et. Ah ouais, je sais plus.
Bon, allez, c'est pas grave. Ok. Donc là, il y a le truc de encourager l'autre dans son individualité que moi, voilà, ça me fait mouiller la culotte. Concept. Donc, dans ce notebook, ce que j'aime trop, Oui, c'est que... ça aussi, ouais. Et oui, en fait, elle lui a dit, oui, moi j'aime peindre, etc. Et en fait, le matin qu'il l'a dépucelé, en fait, et elle... Super ce mot. C'est pas un mot bisoudrome corse, hein. Il est interdit. Hein. Bref, ils ont couché ensemble et elle était là en mode ah, c'est ça que les gens aiment tant. Elle est en mode je découvre le sexe et c'est formidable. Ah oui, bah oui, évidemment. Ouais, tu vois, c'est incroyable. Je me souviens pas. Ouais, mais si, elle est vraiment en mode ils l'ont déjà fait 2 fois et elle est en mode encore. Ah. Bref, et donc le lendemain matin, il a disposé un canevas. Canevas, comment on dit là ce mot? Un canevas? Une toile de jute. Une toile. Une toile tendue sur un cadre en bois. Non, mais une toile, c'est bien. Hein. Une toile. Et il lui a mis des trucs de peinture et tout sur le balcon pour qu'elle peigne et il l'a laissé tranquille et tout. Donc ça, vraiment, je suis en mode, ça, c'est trop ma cam. Ok. C'est genre donner de l'espace à l'autre. Aussi. Donner de l'espace et l'encourager dans ses activités. Ses passions. Moi, je les aime, tes croûtes. Quoi? T'as dit quoi? Moi, je les aime, tes croûtes. Ensuite, il y a témoigner que l'autre a de l'importance. Et donc ça, dans Sexe entre amis, trop fort. Mila Kunis, à un moment, elle voit une pub pour JQ, donc là où il bosse, et elle prend un selfie devant la pub en mode « Hey, coucou, je suis devant ta pub !» Ça, je trouvais ça... Bon, c'est un peu cute quand même, c'est un peu mignon. Oui, des pensées ou des trucs en mode juste montrer que l'autre... Oui, genre quelqu'un t'a parlé d'un truc ou fait un truc. Voilà, c'est ça. Il fait une petite attention, quoi. Et peut-être que les 365 lettres, envoyer une par jour de The Notebook, ça peut rentrer dans cette catégorie aussi. Peut-être. Montrer que voilà, tu es présent dans la vie de l'autre, même quand il n'est pas là, finalement. Le cadeau attentionné. Donc, dans The Notebook, on peut dire que c'est le truc de la peinture. Dans Sex entre amis, il y a Justin Timberlake qui lui offre aussi une peinture, du coup. Donc, autour d'un Notting Hill, c'est un Chagall. Ok. Fais pas chier, la meuf. Hein. Pas les mêmes moyens. Non, mais c'est un truc d'un artiste. Un Chagall ou rien. Ouais, je sais pas. Dans Sex Friends, c'est là où je voulais dire, il lui fait une playlist pour les règles. Et ça, franchement, c'est mon truc préféré de tous les films romantiques. C'est marrant. Vraiment. Mais je On parlera dans l'épisode d'après de playlist. Keep bleeding, love. Bref. On voit les gens qui ont vu les films et ceux qui l'ont pas vu pas de quoi tu parles. Bien. dans cette équipe. Avec Tomel qu'on se regarde en mode ouais. Découvre des choses. Il y a s'intéresser aux passions de l'autre. Je trouve que c'est une super façon d'être romantique. Genre vraiment être là en mode t'aimes ce truc-là, raconte-moi. Tiens, on peut faire cette chose-là pour te renforcer dans ton individualité. Je m'intéresse à ta passion. On a compris que c'est quelque chose qui t'importe et qu'on te renforce dans ton individualité, love là. Non, mais dans l'arnaqueur, bon, c'est fake, mais du coup, il fait exactement tout comme elle. Il regarde Dirty Dancing. Oui, mais justement, c'est intéressant parce que ça marche pas du tout. Oui, au final, ce qu'il essaie de faire. C'est vrai. Mais en fait, oui, mais c'est parce que lui, il singe. La différence, c'est que lui, il s'y intéresse, mais il singe le fait que c'est ses trucs à lui. Et ça, faut pas faire. Oui. Ça, c'est non, ça, c'est la manipulation. C'est ça. Et la dernière chose que je trouve intéressante, c'est ne pas lâcher l'autre, ne pas le abandonner la relation quand ça devient difficile. Et donc, dans The Notebook, c'est ça, c'est cette fameuse... c'est après les disputes, quand même, ils sont toujours en mode... si, j'ai envie qu'on se batte pour notre relation. Quitte à ce que ce soit complètement sacrificiel, comme l'épisode de Love is Blind que j'ai regardé hier avec toi, Love, là, où il y a une meuf qui est genre, mais complètement horrible, et le mec est là, je me battrai pour cette relation. Mais c'est romantique. Ça, c'est romantique. Sacrificiel, mais romantique. Ouais, c'est en fait, mais il y a un côté presque où t'aimes plus la relation pour ce qu'elle est et aimer l'amour plus que l'autre à un instant T, quoi. Après, pour moi, il y a ce côté aussi un peu flamme jumelle en mode non, mais cette relation, elle devait exister, quoi. Donc, je mettrai les âmes efforts. sœurs. C'est pas trop leur démarche, c'est juste que il y a un truc où l'autre il t'accroche, quoi. Il y a un truc qui te touche plus que les autres. Ouais, je pense que après, quand c'est trop compliqué pour toujours les mêmes raisons, oui, c'est ça le truc.
Après, souvent, il y a un truc qu'on sait à fortiori s'il fallait s'accrocher ou lâcher, quoi. C'est difficile quand on est dans le truc. C'est pour ça que parfois la thérapie de couple, ça peut être intéressant, parce que des fois, tu as l'impression d'être coincé dans des boucles de schémas, mais des fois, il faut que tu aies une personne tierce qui dise, mais en fait, le problème, c'est pas vous, c'est vous. Faut pas vous dire que l'autre est le problème ou vice-versa, c'est vous deux contre le problème. Et souvent, le problème, c'est une façon de discuter de quelque chose. Parfois, ça peut être juste des envies complètement différentes, mais ça peut être aussi une façon de communiquer. On n'a pas appris à faire autrement et on reproduit un peu comment on a vu papa, maman, papy, mamie faire. Et ça peut gâcher des histoires. On n'arrêtera jamais de dire la thérapie, c'est chouette. Est-ce que c'est une façon d'être romantique, bisoudrome compatible ? La thérapie de couple, ouais. Je pense au lieu de juste être là en mode sacrificiel, en mode je m'accroche contre mon et marée, accrochez-vous si vous voulez, mais allez voir, accrochez-vous à votre thérapeute de couple. Parce qu'elle est bien, parce qu'il ne faut pas faire de complexe de sauveur avec les thérapeutes non plus. Peut-être que ça serait une façon d'ajouter quelque chose qu'on ne voit pas dans les films, mais du coup ça fait une bonne transition, je pense qu'avec ta chronique Aurore, c'est... Sauf si vous avez d'autres trucs à ajouter sur... ce serait aller voir des thérapeutes de couple et genre ça c'est super romantique. C'est clairement parce que pour moi dans le romantisme il y a investir dans la relation et là on le voit par plein de manières. Il y a connaître les passions de l'autre, faire des petites attentions, penser à lui, elle même quand la personne n'est pas là, enfin toutes ces choses là et lui témoigner. Et pour moi aller voir un thérapeute de couple où c'est en plus ultra cher parce que saviez-vous c'est x2. C'est genre en mode si c'est 60 € pour une personne c'est 120. T'avais regardé, c'est comme ça que tous les thérapeutes font ? Je sais pas si c'est tous mais j'en avais vu quelques-uns qui étaient comme ça et j'étais là waouh, faut avoir l'argent pour se le permettre, donc un privilège de ouf, mais si on veut investir dans sa relation, très bon moyen de le faire. Aurore, oui, je pense qu'on peut passer à ta partie. Le message de Santé publique France. Moi, j'avais envie de vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Cinema Therapy, que j'aime beaucoup. Donc c'est un duo, de copains. Enfin, de potes. Il y a un réalisateur et un psychologue thérapeute. Je crois qu'il fait, je sais pas s'il fait que la thérapie de couple, mais bon, il fait, voilà. Il en fait en tout cas. Et donc, dans leur chaîne, ils regardent tout type de films et ils en parlent tous les deux avec cet angle thérapie, le systémie, ou voilà. Et ils ont une série en particulier de vidéos où ils regardent des comédies romantiques. Et ils regardent notamment The Notebook. Donc, je les ai pas... Ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Je les ai pas regardés parce que je me suis dit je vais vous parler des quelques points dont ils ont parlé il y a quelques temps et que j'ai gardé, en tête. qui me sont restés en tête. C'est un bon indicateur, je trouve, quand il y a des choses comme ça dans le contenu qu'on regarde au film ou quoi, qui, des années après ou des mois ou quoi, tu te dis ah ouais, ce truc, c'était bien. Oui. Donc tu nous donnes vraiment la crème de la crème. Voilà, en tout cas. Ma crème à moi. Donc The Notebook, ça m'avait assez marqué parce que c'est vrai que c'est une relation. Donc toi, Lovelette, quand on a discuté un peu là avant d'enregistrer, que tu trouvais, toi, t'es la Mayday. Ouais, mais moi, dès la première minute. Oui, et même eux aussi d'ailleurs. Je suis. Oui. Eux aussi sont assez pas ambivalents, mais sont un peu bons. On part pas sur les chapeaux de roue. Eux, ils sont là en mode c'est pas Edward Cullen de Twilight, mais c'est le niveau juste en dessous, quoi. Vraiment, ils sont. Mais tous les deux, en fait, ils entretiennent leur. Enfin, il y a un truc qui fait que les deux se rencontrent et j'ai l'impression que ça réveille tout, en fait. Ça réveille tes angoisses, tes stress avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça se passerait très bien, tout calmement. Et ensemble, c'est électrique, mais en très positif, comme aussi vraiment en négatif. Ça réveille. Passionnel. Ouais, c'est passionnel. Et donc, ça réveille. C'est très beau, comme ça peut être très violent et très dur. Et en fait, donc voilà, il y a cette séparation et elle va se mettre avec quelqu'un qui est justement parfait, qui est gentil, qui est très attirant, qui est riche aussi. Mais ils ont aussi, c'est ça, ils sont du même niveau social, donc ça facilite les choses aussi
pour la famille, voilà, il est parfaitement accepté, adoré. Mais même si on enlevait ça, c'est quelqu'un de... il n'est pas juste... il est parfait, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais. Il est qui va vraiment contre notre thèse de mec memes en mode les mecs gentils sont chiants, quoi. Non, c'est vraiment... Lui, il est vraiment gentil. Il est vraiment chouette. Et il lui fait hyper confiance quand elle veut revoir, elle veut retourner. Je sais plus comment elle en parle, si elle dit vraiment je veux revoir cet homme ou si elle dit juste qu'il faut qu'elle... Et lui, il lui dit si tu dois y aller, vas-y. Et l'amour sain, finalement. Il lui... Ouais, elle est libre. Je pense pas que l'amour qu'elle a pour, je ne sais plus de son prénom, pour Ryan Gosling, je pense pas qu'il soit malsain. C'est juste que c'est une dynamique qui fait que tu... Et ce que je trouve justement moi hyper intéressant dans cette histoire et j'ai l'impression que c'est... ce que je trouve beau, c'est que ils arrivent en fait après à construire un truc et à se guérir un peu et à apaiser des choses. Et peut-être qu'elle n'aurait pas été aussi loin dans la connaissance qu'elle a d'elle-même, et elle se serait peut-être pas autant dépassée avec cet autre homme, en fait. Et le risque, c'est que il n'arrive pas à guérir et à dépasser tout ça et à aller dans un cycle infernal et d'une relation qui est juste basée sur des tensions et des disputes. Mais ce que je trouve chouette, c'est que c'est ça, c'est dur, il y a des trucs qui se jouent, qui sont compliqués, mais ils arrivent à les dépasser. Et donc eux, par contre, le thérapeute, lui, il est très... au début, il dit oui, c'est... des disputes, même de la violence, elle peut le gifler à un moment, ou lui, je sais plus, il doit l'attraper. Enfin, voilà, ça peut dépasser le cadre. Il se gifle lui-même parce que du coup, c'est pas acceptable de taper une femme. Ah oui. Donc en fait, elle le tape. Et du coup, lui, il est là en mode. Il se donne des gifles à lui-même. Ouais, mais ils sont dans un niveau d'émotion dépassée hyper élevé. Et parfois, les relations, ça fait partie aussi de... Enfin, je trouve ça dommage de cacher ça, de dire que ça doit pas exister, alors qu'on pourrait dire, en fait, oui, ça existe, et peut-être qu'il faudrait aider ces gens-là qui, quand même, s'aiment et ont... et c'est pas juste basé sur de la merde et sur une dynamique toxique. Je pense qu'il y a vraiment profondément des choses qui font qu'ils s'attirent et qui s'aiment et qu'il y a quelque chose qui marche, mais comment on peut aider ces gens-là à aller mieux et à réussir à soigner leur couple et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et je trouve qu'on est dans une digression intéressante parce qu'on est dans une digression couple passionnel, mais pour moi c'est intéressant et on en parlera peut-être après avec la rubrique de Tomelk sur le romantisme. Est-ce que le romantisme c'est pas fondamentalement passionnel et du coup que les deux sont très liés, quoi. Oui, du coup moi c'est sur ça que je voulais réagir, c'est que j'ai l'impression que en effet dans le cinéma therapy, je trouve que ce qui est intéressant c'est que justement le thérapeute, il explique pourquoi il y a ce mécanisme, comment il pourrait le dépasser, etc. Et ça, je trouve que c'est trop cool. Oui. Et je pense qu'en effet, ça peut vraiment aider des couples parce qu'il y a des couples qui peuvent se reconnaître en étant là en mode ça, c'est vrai que je réagis un peu de cette manière-là et peut-être que du coup, ça cache ça et arriver à mieux communiquer et tout ça. Mais ce qui m'a agacé profondément avec The Notebook et qui m'agace généralement avec les comédies romantiques, c'est que on prend des couples qui sont dysfonctionnels, parce que pour moi, c'est quand même une forme de dysfonction, et on est là en mode « Oh waouh, ils s'aiment tellement, c'est la passion !» Alors qu'en vrai, ils sont juste dysfonctionnels. Et en fait, on présente dans The Notebook, je trouve qu'on présente un couple dysfonctionnel comme plus valorisé, plus aimant, plus passionnel, machin, plus mieux, quoi. Par rapport au couple qu'elle forme avec l'autre personne qui du coup est plus il lui donne de la liberté et qui est là en mode ok, enfin lui en vrai il est présenté comme un mec chiant entre guillemets alors qu'en fait il est sain pour moi et genre leur relation elle est saine et du coup c'est ça qui moi m'agace avec les comédies romantiques, c'est que j'ai l'impression que on a tendance à glorifier la passion toxique en fait. En même temps, c'est du cinéma, c'est du divertissement. Bien sûr. Oui, on en revient au truc chasse et cueillette de comment on crée les récits. Après, par ailleurs, moi je suis d'accord pour dire que c'est vrai que le couple, c'est un endroit où on peut vivre très intensément des choses, en tout cas être mis face à des problématiques, défauts, failles et tout, plus que peut-être des fois d'autres relations, parce si on fait ménage surtout, enfin voilà, si on habite ensemble, on va déjà juste habiter avec des gens de manière tranquille et saine, c'est potentiellement un travail, quoi, sans aller dans des niveaux de violence ou quoi qui sont présentés. Mais... et puis on dévoile son intimité, donc ses angoisses, etc.
etc. Donc ça a plus de chances d'arriver dans le couple. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser à un poncif qu'on entend parfois et qui, je pense, est peut-être influencé par ces comédies romantiques ou cette vision, en tout cas, de l'amour, que un couple qui s'engueule jamais, c'est un peu bizarre, quoi. C'est que peut-être qu'ils s'aiment pas vraiment. Et moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Ça dépend ce que c'est. On n'est pas obligé de passer par là, quoi. Non, on n'est pas obligé de casser des violences. Oui, c'est ça, de casser des assiettes ou de se taper. Après, potentiellement, il peut y avoir des enjeux d'évitement de si des couples ne parlent jamais de sujets difficiles. Potentiellement, il y a un enjeu d'évitement et ça va revenir à un moment ou à un autre. Mais bon, on n'est pas thérapeute de couple. Allez voir des personnes qualifiées. Est-ce que tu avais d'autres choses, Aurore, à dire de points dont il parlait avec le romantisme sur le note, il y avait un autre. Alors, je crois que c'était dans le monde de Ralph 2. C'est un c'est pas du tout ce que c'est. On n'a aucune ref avec Thomas. Je l'ai pas non plus celle-là. En fait, je l'ai pas vu ce film, mais j'ai vu l'épisode et ce que j'aimais bien, en fait, c'est que je sais pas, c'est vrai, ils ont fait un épisode sur le monde de Ralph 2. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est que il parlait un peu du fait du couple qui peut être un révélateur de soi-même. Et j'avais vu il y a pas longtemps sur Brut une vidéo de Charles Pépin qui parlait un peu de ça aussi, qui parlait de la rencontre. Charles Pépin qui est philosophe et qui a un podcast de philosophie et j'avais beaucoup aimé au quotidien. Très bien. cette petite vidéo, je trouve, ça m'avait beaucoup parlé. Et donc Charles Pépin et le duo là de cinémathérapie. Bon, le côté est-ce que ça rentre dans le romantisme, j'en sais rien. Mais lui, par exemple, le thérapeute, il parle de lui et sa femme. Disons que sa femme, c'était un peu l'espèce de guerrière qu'il y a dans ce film qui est... Et lui, c'est un peu le petit personnage qui est tout gentil, tout doux. Et que tous les deux ensemble, en fait, lui, il s'affirme grâce à elle. Et elle laisse parler il se complète, mais c'est pas juste ça. Parce qu'elle s'ouvre à sa propre douceur. Et lui, il s'ouvre à sa propre force ou à sa propre, je sais pas, poigne. Et c'est un truc que je trouvais très romantique. Ouais, c'est un équilibre. Je pense qu'on en revient à ce que tu as pas arrêté de dire sur révéler la singularité et tout, que ça peut être assez chouette, ce truc dans aussi la liberté de l'autre, mais de se dire une relation, ça révèle l'autre et ça lui permet d'une manière ou d'une autre d'être plus soi, avec par exemple ses peintures, de donner de l'espace et du temps pour quelqu'un, pour faire une activité que la personne aime, mais je ne donne pas l'espace. Je pense que ce que tu... Oui, c'est pas affirmer un truc que toi tu sais déjà que t'as, c'est tu découvres des choses, l'autre te fait découvrir des choses dans la relation, tu changes en fait, mais pas parce que sans trop t'en rendre compte, et ça t'ouvre un monde de possibilités. C'est chouette. Et ça, c'est très, très chouette. Bon, c'est quelque chose qui est créé dans toutes les relations, qui peut potentiellement être créé de manière plus intense aussi en habitant ensemble ou en couple. Mais... Puis ça peut être le cas aussi dans l'amitié, dans des relations amicales. C'est l'idée, ensemble, on va plus loin, quoi. Ouais, et qu'ensemble, on est toujours un tout petit peu à côté ou un peu différent. Enfin, en tout cas, une autre facette de nous-mêmes dans différentes relations, quoi. Je vois le réel dont tu parles, Aurore, c'est à l'occasion de la sortie du livre La Rencontre de Charles Pépin, où justement... J'aimerais bien lire. Il parle de je l'ai d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais du coup, vraiment, il parle de comment, en effet, la rencontre nous transforme. Et là où c'est un peu différent de, je pense, le romantisme, c'est qu'il y a aussi ce truc, en effet, de comment tous les deux on crée un équilibre différent que ce que moi, je suis toute seule ou tout seul. Et enfin, qu'est-ce qu'on est ensemble et comment en fait on arrive à faire un mélange de nous deux. Enfin, c'est un peu ça, non, ce que tu voulais dire? Moi, je vais redonner l'exemple que lui a donné, que je trouve plus parlant parce que c'est un exemple. Il donnait l'exemple de Albert Camus, qui écrivait un livre, donc le Révolté, donc j'ai pas lu, mais il explique un peu, et donc disait que ce livre, c'était le livre du non. Et que Albert Camus, il a rencontré, alors c'est Maria Cassavetes, je crois, une actrice espagnole, et que cette rencontre, c'est pas qu'elle l'a changé, c'est qu'elle a laissé apparaître le oui qu'il avait en lui, mais qu'il ne voyait pas ou qui ne s'exprimait pas. Et donc là, avec cette rencontre, il disait oui à la vie, oui à l'amour, oui au soleil, et que ce livre, Le Révolté, est devenu pas juste le livre du non, mais le livre du non à certaines choses et du oui à d'autres. Et que sans cette rencontre, peut-être qu'il ne se serait jamais réveillé ou il n'aurait jamais vécu, se serait jamais ouvert à
à toutes ces choses qui étaient en fait déjà en lui. C'est juste que c'est la rencontre qui fait que tu t'ouvres. J'étais là. Tout ça me rappelle quelque chose et je me disais, qu'est-ce que ça me rappelle? Et j'étais là, un poème que j'ai écrit moi-même, donc autopromotion pour un poème que j'ai écrit moi-même, où je parlais du type d'amour que je voulais pas d'amour-possession, que je voulais un amour libre, mais que la relation, c'est ça te change toujours un peu et ça te traverse. Et je disais en mode, je veux que, je sais pas, mon cœur décroche et accoste un peu ailleurs, mais genre toujours en moi. Et j'étais là, ce truc où tu vas un peu ailleurs, mais tu restes exactement en toi. Et que c'était pour moi ça un peu le truc de l'amour. Bref, je vous passerai ce poème qui est sur mon compte Insta. Sur ces belles paroles et sur cette poésie, est-ce qu'on passe à la rubrique de Tomel? Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède? Ouais. Bah moi, je vais clairement réinventer l'eau chaude parce que j'ai plein de l'eau trucs qu'on a tiède, déjà enfin, dit. on L'eau sait tiède, jamais, mais On verra. l'eau froide, enfin, L'eau si chaude tu veux. pour le romantisme. Mais moi, ça m'a un peu perturbé cette histoire de romantisme et ça m'a fait entrer en moi et ça a créé des réflexions infinies que je vais vous partager. Et du coup, je voulais vous parler des deux phases du romantisme pour moi. D'une part, le romantisme, je vois ça comme un moteur puissant pour agir et lier des relations, pour se dépasser en amour et ça nous fait vivre intensément, etc. Tout ce qu'on a déjà un peu dit. Et en même temps, je vois ça comme un carcan un peu étouffant qui nous fait faire certaines choses d'une certaine manière très déterminée et du coup ça m'énerve et j'ai tendance à vouloir être un peu anti-romantique en réaction. Et je suis vraiment tiraillé entre ces deux sentiments quand je pense au romantisme et j'ai essayé de comprendre pourquoi, donc je suis aussi revenu aux définitions. Et en faisant un peu de recherche, je suis tombé d'abord sur une citation de Roland Barthes que je trouvais intéressante dans Fragment d'un discours amoureux qui écrivait « Aucun amour n'est original ». Bam. Il citait lui-même La Rochefoucauld qui estimait qu'il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Ouais. Et c'est un peu radical, mais on touche au fait pour moi que l'amour c'est un fait social, une construction sociale et qui se rapporte du coup à des valeurs partagées dans la société, à des idéaux, des figures auxquelles les gens s'identifient et pour mettre en scène en fait leur propre vie amoureuse et leurs propres sentiments. Et ensuite, j'ai regardé un peu la définition du romantisme dans le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc, on revient sur le courant d'idées inspiré, mais du coup, ce que je trouve intéressant, du Moyen-Âge, de ses valeurs chrétiennes, chevaleresques. Et donc, on retrouve là l'idée de grandiloquence, etc., de rapport au rêve, à l'idéal, tout ça. Et dans le romantisme, du coup, il y a une forme d'idéalisation de l'amour. Qui va porter en fait tous les espoirs d'un être et qui va conditionner totalement sa perception du monde. Tout sera magnifique et plein de vie si son amour est vivant et la désillusion amoureuse au contraire va transformer le monde en une vieille chaussette sans intérêt. Qu'est-ce que tu as vu dans tes recherches? Suicide, quoi. Enfin, oui, c'était pas dit comme ça, mais moi je me suis dit vieille chaussette quoi. Et l'œuvre emblématique du romantisme, l'une des œuvres emblématiques, c'est Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Ah oui, évidemment. L'histoire d'un amour impossible entre Werther et Charlotte, jeune femme dont il tombe amoureux et qui est fiancée puis mariée à un certain Albert. Et Werther, un jeune artiste imprégné de la poésie mélancolique qu'il lit, qu'il traduit et qu'il déclame à sa bien-aimée, va finir par se suicider, tout simplement, après une dernière visite à Charlotte, en comprenant que cet amour est sans issue. Et puis, on pense aussi forcément à Roméo et Juliette, donc avec cette histoire du romantisme tragique et un peu grandiloquent, donc, avec la citation du frère Laurent, donc le confesseur de Roméo, qui dit « Ces plaisirs violents ont des fins violentes. Dans leurs excès, ils meurent, telle la poudre et le feu que leurs baisers consument. » Ça, pour moi, c'est vraiment l'essence du romantisme. Genre, en fait, le max, le truc limite de tu meurs par... c'est ça, tu dis je pourrais mourir par amour, je n'ai plus d'air dans mes poumons, et du coup, je meurs vraiment. Il y a deux fins possibles, quoi. Soit on le vit pleinement, soit on meurt, en fait. On en meurt, oui. Et moi, j'ai un peu grandi avec cette idée que la souffrance ressentie à chacune de mes déceptions amoureuses valait le coup d'être vécue parce que c'est ça la vraie vie, la pureté du sentiment amoureux. Il faut avoir beaucoup aimé, beaucoup souffert. Et je me vivais comme ça. Et Roméo et Juliette et le jeune Werther, c'était pas mes modèles, mais j'ai grandi aussi avec les séries et les films, même si j'ai pas vu ceux dont on parlait avant. Mais par exemple avec How I Met Your Mother. Ah oui. Et
Une très bonne référence bien toxique de comment vivre ces relations aussi. Et parce que mes potes au lycée me surnommaient Ted Mosby. Ah, on voit bien quel personnage c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas très sympa. Un personnage nul. Ouais, mais en fait, c'est un personnage hyper indécis et qui du coup est très violent dans son indécision parce que voilà, donc sympa. C'est ça, et en gros c'est un peu le rêveur idéaliste qui cherche la femme de sa vie et qui va mettre en œuvre des stratagèmes plus ou moins foireux et plus ou moins élaborés pour forcer le destin, et qui se retrouve un peu déçu à chaque fois par la réalité qui ne matche jamais avec ses attentes incroyables. Ouais, on revient au fantasme aussi avec cette question de romantisme, quoi, de l'idée fantasmée de cet grand acte vs la réalité, quoi. Et puis en plus, avec en toile de fond, rétrospectivement, je me disais qu'il y avait quand même toujours une vision assez genrée, stéréotypée de la société, de la séduction, de la galanterie, tout ça. Ouvrir la porte. et même dans des versions plus modernes du romantisme, comme dans cette série, on parle de Saint-Valentin, ouais. Même si c'est un peu ringard, d'hommes qui font la cour à leur dulcinée et d'aboutir un jour à une demande en mariage de genoux à terre pour fonder une famille et raconter cette histoire à nos beaux enfants. Bref. La demande en mariage, on n'en a pas parlé, mais dans le truc acte romantique. On parlera dans un épisode sur le mariage. Ok, on parlera de ça. Réclamez-le nous. Et du coup, la question que je me posais, c'est, vu que j'ai l'impression qu'on était quand même un certain nombre à se forcer un peu à jouer ce jeu du romantisme, même de manière un peu artificielle, est-ce qu'il faut laisser tomber le romantisme, quoi ? Et on sera, je pense, d'accord pour dire que... mais là, tu as choisi vraiment les mecs qui étaient bouh. Ouais, c'est ça, c'est la team bouh. Mais est-ce que, y a quand même des choses avec lesquelles il faut en finir, hein. C'est ce que le romantisme peut produire de pire. Par exemple, parler de crimes passionnels pour parler de féminicide, ça, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il faut arrêter. Mais globalement, moi, j'aimerais bien qu'on libère un peu l'amour de ces codes patriarcaux et puis pseudo-chevaleresques, inspirés du romantisme. Mais ça rejoint ce qu'on disait un peu avant. Mais pour certaines personnes, parce que ça, c'est ce que j'ai trouvé un peu en faisant des recherches aussi, jeter le romantisme, ça reviendrait à abandonner une certaine idée de la magie des relations humaines, une certaine sensibilité, pour la remplacer par une rationalité un peu cynique. Ouais. Et que même si c'est vrai qu'on sait que nos désirs sont construits socialement, l'amour ne peut pas se mettre dans un tableau Excel et on ne peut pas se résumer aux algorithmes des applis de rencontres. C'est un peu plus subtil que ça et c'est toujours l'histoire d'une alchimie qui se crée ou pas entre deux personnes et même si on arrive à bout des crimes d'amour, le tragique des relations humaines prendra d'autres formes, quoi. Et du coup, la conclusion à laquelle je suis arrivé, et je suis assez en paix avec ça, c'est que peut-être il fallait tout simplement réinventer le romantisme et puis apporter... ça fait du bien à mes oreilles. Et puis apporter toute l'attention et la valeur qu'il mérite au plaisir simple de l'amour, à des relations d'égal à égal, comme tu le disais, Lovla, qui laissent la place à l'émancipation de chacun, et puis aux soins et à l'attention qu'on peut s'apporter mutuellement au quotidien, à des projets et des aventures vécues ensemble, ou bien simplement un lien de complicité qui se crée, se renforce et se transforme au cours du temps. Et toutes ces choses qui nous font nous sentir qu'on compte vraiment pour une personne qu'on aime et qui nous donne envie de vivre. Et je voulais finir sur une dernière ref qui est le roman Amour de François Bégodeau, L'Amour, pardon, que j'ai lu récemment. Okay. Et qui raconte une histoire en fait super banale d'un couple dans une petite ville de province qui traverse des décennies de vie ensemble. Et ce roman, en fait, qui est hyper simple, m'a bien ému par le contraste en fait, entre la banalité de ce qu'il raconte et la force du lien amoureux entre les deux personnages, qui est décrit avec beaucoup de tendresse et de simplicité. Et du coup, François Bégodeau dit « J'ai voulu raconter l'amour tel qu'il est vécu par la plupart du temps et par la plupart des gens, sans crise ni événement, au gré de la vie qui passe, des printemps qui reviennent et qui repartent, dans la mélancolie des choses. Il est nulle part et partout, il est dans le temps même. » Et la proposition que je voulais faire, c'est juste de créer des amours bien réels et de les cultiver plutôt que de s'accrocher à des amours impossibles et à les idéaliser, quitte à se faire souffrir. Amen.
Oui, amen. C'est trop bien comme ref. C'est trop cool de proposer cette ref parce qu'on en a beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est un couple heureux qui va bien, enfin, à travers le temps où c'est pas forcément des hauts et des bas énormes. Donc, et après, ils sont pas forcément heureux dans ce roman, mais c'est juste quoi. Bon bah ciao. En fait, c'est une manière d'être heureux qui est très. Ils sont heureux ou ils sont pas heureux? Très grandiloquente, quoi. Bah si, ils sont ensemble en fait. Ils sont ensemble. Ils traversent des épreuves, ils traversent des moments. Ouais, mais le bonheur, être heureux, ça peut être. Il y a comment il s'appelle? Il est toujours habillé en jaune. Fabrice. Maya l'abeille. Fabrice Midal. Il fait une chaîne. Je sais pas s'il est philosophe, j'en sais rien. Mais enfin bon, il fait une chaîne où il a des intervenants, tout ça, où il parle aussi sur plein de sujets. Et il avait fait une vidéo que j'avais beaucoup aimée sur le bonheur, et il disait que le bonheur, c'est pas un état où être heureux, c'est pas toujours être. C'est bien. C'est bien, c'est être... oui, peut-être qu'il y a des moments difficiles, mais en fait, si tu sais que ce que tu fais et que tu avances pour avancer... tu as des actions qui sont alignées avec ce que tu veux, ce que tu recherches, c'est aussi ça, le bonheur. Et donc, c'est pour ça que... Oui, c'est trouver un équilibre. Entre un calme... Des fois, je me dis, est-ce que tu n'es pas juste en train de t'enliser dans une... routine enfin je sais pas, donc c'est je pense que le bonheur, c'est pas tout le temps tout va bien, tout est calme, tout se déroule. Ce sera intéressant j'ai trop envie de lire ce livre. On pourra peut-être en faire un retour. C'est surtout qu'en plus on l'a dit plusieurs fois qu'on manque de références, de représentation culturelle sur un couple sain qui va bien, qui s'inscrit dans le temps, où il n'y a pas mais est-ce que c'est pas une recherche un peu comme la taille moyenne ou le truc moyen où tout est moyen, alors que en fait dans la vraie vie ça n'existe pas. C'est hyper triste ce que tu dis. Mais non, mais le couple longue durée, c'est pas moyen. Mais non, je sais. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que le couple longue durée, c'est un truc où il y a eu ça comme ça. C'est juste que quand tu des vagues, c'est pas du tout radiophonique. Tu nous fais des gestes. Non, je dis pas du tout que c'est moyen, mais je veux dire ce couple long terme sain, donc peut-être qu'il n'existe pas parce qu'il y a plein de couples long terme où tu as des phases où c'est un peu plus. Pour moi, ça existe peut-être pas en fait ce couple. Non, mais on n'est pas dans un truc de comment on dit, de détachement où la relation parfaite, c'est une relation où il n'y a pas d'émotion et il n'y a pas de haut et de bas. Oui. C'est que potentiellement il peut y avoir moins des hauts et des bas. En tout cas, on présente pas cette phase du long terme, on présente la phase du court terme où tout est hyper intense, ou alors la phase de fin où tout est hyper intense, quoi. Pour moi, il y a deux trucs, c'est donner du relief aux choses du quotidien qui sont pas vécues habituellement comme des choses romantique et grandiloquente, et en fait de dire en fait ce truc qu'on aime bien tous les deux et qui est un peu notre truc à nous, ça peut paraître un peu nul, mais moi ça me fait quelque chose, quoi. C'est donner du relief en fait aux petites choses. C'est ce truc Instagram là, il y a cette trend de je promettrai pas de vous mettre des réels en description, mais il y a cette trend de romantiser le quotidien, où après il y a des gens qui s'en sont plaints aussi, et je trouve que c'est aussi un reproche qu'on peut faire au romantisme c'est quand même des personnes bien riches et privilégiées qui disent comme c'est joli d'être dans mon super grand appartement à New York et de boire mon matcha dans mon café préféré tous les matins, mais que dans l'essence c'est cool cette idée de se dire ça peut être romantique, des tout petits trucs, des toutes petites attentions, et puis des choses du quotidien, quoi, pas des trucs énormes de il faut partir à l'autre bout du monde. Ou ce que je pense dans le sens, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi, Tomel, et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de représentation culturelle de, par exemple, un couple, je sais pas, un film. Voilà, je demande à l'univers de créer un film sur un couple qui va bien et qui est heureux de vivre ensemble, etc. Mais avec des toutes petites variations, comme tu le dis, dans des choses très chouettes. Moi, par exemple, dans mon couple, il y a des moments où on est trop heureux parce qu'on regarde un film sur le canapé et genre on a cette position qu'on aime trop pour se faire des câlins en regardant un film sur le canapé. Moi, je trouve ça super romantique, alors que ça a l'air super lame. Enfin, ça a l'air super banal et plat. Mais en fait, mais ça l'est pas banal et plat. Oui, mais du coup, c'est ça que je veux dire. C'est que du coup, sur 10 ans de relation, il y a des moments comme ça qui sont infime et assez quand même tu te dis c'est pas un truc exceptionnel, on n'est pas en train de faire une déclaration en bas de la tour Eiffel devant un public et tout ça, et pourtant c'est super confortable et trop mignon et tout ça. Il y a aussi des moments qui sont un peu moins bien, où on est juste là en mode c'est quoi les courses, mais en fait ces petites variations, il y a que la fin de la phrase de la béchamel et pas le début. Oui, c'est ça, exactement, genre le lait pour la béchamel et l'assurance pour le plafond. Là c'est vraiment des exemples réels de ma vie.
Et du coup, bon, t'es là, genre, bon, bah, cette semaine était un peu à chier, quoi. Enfin, voilà. Et peut-être c'est pas mal d'aller manger un couscous et de se regarder dans les yeux et de se dire qu'on s'aime à nouveau, tu vois. Et c'est ça que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez comme représentation culturelle. Genre, on s'aime dans les moments chiants, dans les moments où il se passe rien, et aussi dans les moments qui sont plus cool, où on fait une fête de l'amour et on invite tous nos potes. Et on invite tous nos potes. C'est ça que je veux dire. En fait, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait du drame pour qu'il y ait des petites variations et que ce soit romantique et plaisant de s'y lever. Exactement. Ah non, surtout que je trouve que ce qui est chouette avec les rencontres, en général, ça peut être aussi des amis, pas juste le couple, c'est que ce qui est bien aussi, c'est que des fois, quand t'es avec quelqu'un, tu peux aller faire les courses, et c'est génial d'aller faire les courses avec cette personne-là. Parce qu'elle est drôle, parce que t'es bien, parce que c'est ça aussi. Après, ça peut être aussi très chiant et c'est pas grave parce que c'est le quotidien et que ça continue et que ça peut pas être toujours... Et puis moi, il y avait un truc que je voulais rajouter, c'est que là, dans l'exemple du bouquin de François Bégodeau, c'est un couple qui est ensemble pendant des décennies, etc. Mais en fait, c'est un exemple, quoi. Et ça pourrait être, pour moi aussi, une histoire d'une relation qui a duré 3 mois, mais en fait, qui était trop bien parce qu'elle a permis aux 2 personnes de se retrouver. Elles ont vécu ce qu'elles avaient à vivre ensemble. Et puis ensuite, elles sont parties chacun de leur côté sans faire forcément de grandes vagues et de grands éclats. Pareil, dans la elles repartent toutes les deux avec ce qu'elles ont vécu ensemble. Et en fait, ça va les suivre toute leur vie et c'est tout, quoi. Là, c'est ce truc de se révéler que, genre, une relation, quelle que soit... Enfin, elle peut faire tout ça, de faire déplacer quelque chose ou de révéler quelque chose ou quoi, et c'est chouette. Et ça peut ne pas mal se finir. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. C'était vraiment une ouverture pour vous faire voyager, parce que du coup, je l'ai dit, moi, je suis pas très... romantique dans des trucs très convenus, quoi. J'ai toujours été aussi un peu une anti-romantique peut-être mais moi je pense qu'il y a un truc très personnel que j'ai envie de me démarquer et de pas faire comme tout le monde, donc enfin je dis pas que c'est une grandeur d'âme que d'être là en mode ouais, les dîners aux chandelles c'est surfait, quoi. Enfin ça correspond à qui je suis. Et puis aussi je viens d'une famille où on fait plus les trucs par les actions un peu peut-être pragmatiques ou je sais pas quoi, de se dire ah oui, tu m'as parlé de ce je sais pas de ce projet que tu avais, ah ben je t'ai trouvé une ressource et je te la passe, quoi. C'est ça notre notre manière de se dire l'amour. Enfin voilà, on a quelque chose de très action, quoi, et du coup qui se retrouve dans ma manière peut-être de vivre mes relations aussi. J'ai bien regardé comme vous tous la définition du romantisme et gardé cette idée de rêverie, d'idéalisme, de grandiloquence. Et je me suis demandé comment je le vivais dans ma vie et comment ça s'appliquait quand même d'avoir cette grandiloquence et cette rêverie. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit, Tomel, dans le fait de se dire si on bannit complètement le romantisme, on peut bannir une certaine idée de... même un truc un peu fantasmagorique, rêverie, de se dire en fait on peut créer quelque chose de chouette et de un peu différent que le pragmatisme et le quotidien plat, et on peut mettre un peu des émotions et de la rêverie dans nos relations aux autres. Et moi, je trouve que ça se remarque beaucoup de mon côté au travers des voyages, que les voyages, c'est vraiment quelque chose dans lequel c'est aussi familial. On a toujours beaucoup voyagé et on a toujours décidé de mettre absolument tout notre argent dans les voyages. Donc, on n'allait pas au restaurant pendant 1 an et tout. Enfin, on avait quand même les privilèges de bien vivre et de pouvoir voyager, mais c'était vraiment notre choix familial d'aller en voyage. Et j'ai gardé ce truc de me dire, ça me va de mettre beaucoup d'argent, de temps, d'organisation dans le fait de créer des voyages. Et du coup, je trouve qu'en ça crée un peu ce côté grandiloquent, rêverie, idéalisme du romantisme. Et je trouve que ces voyages, ça dépasse le romantisme amoureux. Je trouve qu'il y a tous les amours, genre l'amour de moi-même quand j'organise une randonnée itinérante et que je suis dans la nature, ce qui est très romantique au sens courant romantique. De peinture, d'art, etc. Quand je suis là dans la nature à me dire mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que la nature est plus grande que l'homme. Ça, je pense que je vis des choses très romantiques. L'homme est dans la nature. Hein. Ah oui, l'homme est dans la nature, mais il y a un tableau que j'avais analysé très connu du romantisme où il y a le tout petit homme en haut de sa colline avec le ciel qui prend énormément de place, qui parle aussi de Dieu, de la nature, de la place de l'homme, où vraiment la nature dans le courant artistique du romantisme a une place hyper grande, quoi. Donc là, je vis vraiment du romantisme au sens très premier du terme, quoi. L'amitié aussi, et en ce moment c'est vraiment le cas parce que je suis en train d'organiser plein de voyages avec mes amis, et je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique dans se dire là on investit de notre temps, de notre argent, de l'organisation pour créer un truc qui change du quotidien et qui soit un peu différent.
Là, j'organise un voyage en Finlande avec une très bonne amie à moi qui se reconnaîtra. Donc, en plus, on y va en bateau. Enfin, c'est tout un périple juste d'y aller, quoi. Il y a quelque chose, je sais pas, dans le voyage, dans le trajet. Qui correspond très bien, je trouve, à ce côté un peu idéal, grandiloquent. J'organise aussi avec Lovela, son copain et une amie, des vacances cet été qui me réjouissent beaucoup. Pareil, il y a eu tout ce moment de juste, ça peut paraître pragmatique, mais se dire, on va faire ça, réfléchir à la location, se décider, s'imaginer, avoir un programme où je trouve que je sais pas, ça c'est peut-être détourner un peu le sujet, mais ça rentre dans ce que je m'imagine. C'est un projet commun. Donc ah oui, en plus, il y a le projet commun. Un projet commun à faire ensemble et pour nourrir notre relation. Clairement. Et je sais pas si on en a déjà parlé parce que on en parle. Romantisme qu'on a vu dans The Notebook. On en parlera peut-être à l'avenir, mais avec Lovela et ma famille, on part en croisière l'année prochaine et ça, niveau max romantisme dans sa vision, faire quelque chose de complètement différent, grandiloquent. Vraiment pas écologique, très cher, voilà, avec tout ce que ça a de meilleur et de pire dans le romantisme, mais je trouve ça ouf, quoi. Ça, c'est vraiment le côté, je trouve, vivre des moments hors du temps et se créer des souvenirs, que c'est cool le quotidien, mais se donner la possibilité, si on en a le privilège, c'est toujours un privilège, mais de se créer des petits moments hors du temps, c'est chouette aussi dans la manière dont on bâtit nos relations et je trouve ça cool de garder tout ce côté rêverie, quelque chose d'autre, même si c'est trop chouette aussi de remettre du romantisme dans le quotidien et dans les actes de la vie de tous les jours, quoi. Je vois déjà le bateau partir avec un concert, avec du saxophone. Oui, pendant qu'on part, ça fait un peu le départ du Titanic, je trouve, très à l'ancienne et j'espère que ce sera pas ça à l'issue. Énorme. Il est vraiment énorme. Ouais, il est vraiment énorme. On peut avoir un pass fun, tu sais, on peut faire du karting et des trucs comme ça. Non, pas du karting, des autotamponneuses. Non, mais c'est vraiment délirant. Mais moi, je vais être à la pistoche tout le temps, tu sais. Ok, bon, on en parlera. Et dans tout ça, j'ai même pas parlé... J'ai même pas parlé du roman. Tu sais comment faire pour aller vite ? Sans l'eau, tu sais. Genre juste pour descendre d'un étage à un autre, genre. Ouais, il y a ça ? Je crois que j'ai vu ça sur la vidéo. Qui dure vraiment énorme, ce bateau. Bon. Toi qui adore les parcs aquatiques, tu connais la technique pour aller plus vite dans les toboggans ? Il faut rentrer sa culotte dans sa raie des fesses. Tout. Ok. Le romantisme, donc. Il faut que les gens sachent. Ah oui, on va finir le peuple français. Non, on va pas finir cet épisode. On va finir cet épisode, mais je me rends compte que, et ça c'est vraiment, ça m'étonne pas de moi-même, que j'ai même pas parlé de l'amour amoureux dans ces histoires de romantisme, mais dans cette idée-là, et je le fais là depuis, je l'ai fait quelques fois avec mon petit amoureux dont je vous ai parlé. On prend des hôtels ensemble, et je sais qu'en plus on en a discuté, Tomelk, parce que je te donnais des recommandations d'hôtels. Je disais ouais, j'ai mis 120 €, 130 € la nuit, et t'étais là en mode waouh, genre c'est ouf de mettre autant dans une nuit d'hôtel. Et je trouve que peut-être dans des trucs assez convenus, de prendre un hôtel stylé avec une belle salle de bain et une grande chambre, et voilà. Là, j'ai un peu ce côté, c'est peut-être ça mon acte romantique, prendre des hôtels, ça me fait trop kiffer. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter et à avoir les moyens de le faire, quoi. Ouais. Et que là, je suis là, mais parce que il faut avoir les moyens, mais il faut en faire le choix, parce que mettre 130 €, 140 € dans une nuit, on peut faire plein d'autres choses de cet argent. Et je trouve ça trop chouette dans cette dynamique avec cet amoureux de temps en temps se prendre des petits hôtels trop stylés et s'offrir ce luxe. Ça, c'est peut-être vraiment mon acte romantique que j'aurais pu dire au début et que j'ai pas dit parce que je le gardais pour la fin. Voilà. Et c'est une façon assez classique au final d'être romantique. C'est ça. Malgré c'est peut-être ça mon truc le plus mainstream, c'est prendre un bel hôtel et se dire on est dans ce bel hôtel et c'est vraiment chouette. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire mais qui intéresse tellement pas mon copain que genre on l'a jamais fait, c'est staycation. Je sais pas si vous voyez. Ah oui, c'est faire un hôtel dans sa propre ville. Et du coup t'as des... pas forcément. Ou pas forcément parce que tu peux ça peut et du coup c'est des hôtels de luxe et donc des fois t'as des trucs genre des spas, des accès au spa, des demi-bouteilles de champagne, des pétales de rose et tout, et j'étais là en mode moi je m'en fous des pétales de rose vraiment, mais par contre j'avoue la demi-bouteille de champagne et le spa, je serais genre trop contente de faire ça, et lui en mode pourquoi on dépenserait 200 balles pour faire ça. Je suis en mode ok, j'entends le point, mais au moins une fois, juste une petite fois. Ouais. Une petite fois tout net. J'avoue que moi, alors j'en parle, j'ai l'impression moins dans ce podcast, même si on en a parlé dans un autre épisode, mais si je mets 200 €, je prends un truc qui est un peu un donjon BDSM, quoi. pas la version cheap en mode 50 Shades of Grey où ils ont pas fait le truc jusqu'au bout, mais à Lille, il y a notamment un Airbnb vraiment BDSM, voilà, pourquoi pas, quoi. Et donc staycation, c'est parce que tu bouges pas de l'hôtel, c'est ça ?
Je pense qu'à la base... À la base, l'idée, c'était d'avoir des trucs parce que c'est un site et c'est d'avoir, par exemple, dans ta propre ville ou dans ta propre région des hôtels et du coup, tu as des offres parce que tu y vas potentiellement du mardi au mercredi en pleine semaine parce que c'est chez toi et tu te dis « Oh, c'est ouf, je vais vivre une aventure romantique dans mon quotidien, tu vois. » Voilà. Le marketing, ils sont forts. Ah oui, ils sont très forts parce que comme ça remplit les hôtels Exactement. quand ils sont pas remplis. Bref. Bon, est-ce qu'on termine cet épisode ? Très bien, c'était très chouette de discuter romantisme avec vous et de s'arracher les cheveux de qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Moi, je vais aller voir l'arnaqueur. Ah bah oui, Oui, parce il que faut que tu le vois. ouais, Vous m'avez donné envie. Bah Il est écoute, trop bien. ouais, on l'a revu il y a pas longtemps en plus avec Aurore. Tu veux Non, pas pour la première fois. Et franchement, je le trouve toujours sympa à voir maintenant, quoi. Tu vas me tromper Bon, non, mais alors c'est avec toi. là, on est parti en mode ref. Vous pouvez les faire avec nous si vous voulez en direct. Karaoké de ref. Bon, on va finir cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Matteo. C'est chaud, Ok. c'est Mathéo. Ça part en live. Vous l'avez peut-être. N'hésitez pas à nous faire des retours, des rêves de l'arnaqueur si vous voulez ou autre chose. Sur Instagram, l'Instagram du Bisoudrome. On a aussi des Instagram perso, Lovela, moi et Xan, qui n'étaient pas dans cet épisode, mais que vous retrouverez dans de prochains lives et épisodes. Et d'ailleurs, on continue la discussion en live. On continue la discussion en live Fais le rôle de nous, Zen. on n'a pas la date, mais vous l'avez. Elle est dans les notes du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à nous suivre sur Insta si c'est pas fait parce que c'est là où on donne les infos et on communique normalement avant le jour même quand on sait s'organiser. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses Non. Bon, très bien. Dans ce cas, Des bisous. Le Bisoudrome.